Vous écoutez On lit pour vous. Un baiser entre deux joueurs de baseball devient viral lors d'une soirée inspirée de Heated Rivalry, un texte de Étienne Dutil, paru le 18 juillet 2026 dans Fugue. Une scène aussi inattendue que réjouissante a fait le tour des réseaux sociaux le 14 juillet dernier lors d'un match des Portland Pickles, une équipe de baseball universitaire estivale de l'Oregon. À l'occasion d'une soirée thématique baptisée Heated Rivalry Night, inspirée de la populaire série romantique LGBTQ+, Heated Rivalry, le club a offert aux spectateurs un moment aussi théâtral que symbolique. En plein match, deux joueurs ont mis en scène une altercation classique du baseball après qu'un lancer eût atteint le frappeur. Alors que tout laissait croire à une bagarre imminente, les deux athlètes se sont soudainement embrassés passionnément sous les applaudissements et les éclats de rire de la foule, pendant que résonnait All the Things She Said du duo Tattoo, une chanson devenue un classique associé à la culture queer. La scène, soigneusement chorégraphiée, faisait partie intégrante de la soirée et a été diffusée sur les réseaux sociaux des Portland Pickles, où elle a rapidement accumulé des centaines de milliers de vues, suscitant une avalanche de réactions enthousiastes. Une campagne promotionnelle assumée. Les Portland Pickles avaient préparé le terrain bien avant le premier lancer. Dans les jours précédant l'événement, l'équipe avait multiplié les publications humoristiques faisant référence à Heated Rivalry, jouant avec les codes de la romance sportive et les rivalités sur la glace. Les messages promotionnels évoquaient notamment une rivalité susceptible de se conclure dans une penalty box, clin d'œil à l'univers du hockey où se déroule l'intrigue de la série. Cette approche décalée a permis au club d'attirer l'attention bien au-delà de son public habituel, démontrant une fois de plus le pouvoir des médias sociaux lorsqu'ils s'appuient sur la culture populaire et les communautés de fans. Quand le sport s'ouvre à la diversité. Au-delà de la mise en scène humoristique, cette initiative témoigne de l'évolution des représentations LGBTQ+ dans le monde du sport. Longtemps perçus comme des milieux peu accueillants pour les personnes LGBTQ+, les sports professionnels et amateurs voient aujourd'hui émerger davantage d'initiatives célébrant la diversité et l'inclusion. Depuis son lancement à la fin de 2025, Heated Rivalry, adaptation du roman à succès de Rachel Reid, connaît un important engouement. La série raconte la relation secrète entre deux vedettes rivales du hockey professionnel, mêlant romance, pression médiatique et culture sportive. Son succès a contribué à ouvrir de nouvelles conversations sur la place des personnes LGBTQ+ dans les sports de haut niveau et sur l'importance d'une représentation plus inclusive à l'écran. Le clin d'œil des Portland Pickles s'inscrit ainsi dans un mouvement plus large où humour, visibilité et culture populaire deviennent des outils efficaces pour remettre en question les stéréotypes et normaliser la diversité dans les arénas comme sur les terrains de jeu. Pour plusieurs internautes, ce baiser inattendu n'était pas seulement un coup de publicité réussi, il incarnait aussi le signe que le sport peut, lui aussi, apprendre à célébrer toutes les formes d'amour. C'était « Un baiser entre deux joueurs de baseball devient viral lors d'une soirée inspirée de Heated Rivalry », un texte de Étienne Dutil, paru le 18 juillet 2026 dans Fugue. Le cœur des Canadiens à l'envers, un texte d'Éric Desrosiers paru le 9 juillet 2026 dans Le Devoir. Contrairement à Washington, qui verse actuellement dans le protectionnisme et l'autoglorification, les Canadiens jugent de plus en plus sévèrement leurs voisins américains et ont résolument adopté le libre-échange. Préférablement avec les États-Unis, mais pas seulement, ni à tout prix. Comme prévu, Donald Trump a fait savoir, début juillet 2026, que les termes actuels de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ACUM, qu'il avait lui-même réclamé, signé et qualifié de « meilleur accord commercial de tous les temps » il y a seulement 6 ans, ne lui convenaient plus. Selon les règles de l'entente, un compte à rebours de 10 ans vient de commencer, durant lequel le traité continuera de s'appliquer et les 3 pays pourront continuer de chercher un terrain d'entente qui permettrait sa reconduction pour une autre période de 16 années.
Je préférerais ne pas avoir cet accord, mais je pourrais le signer, a expliqué le président américain dernièrement. Nous n'avons besoin de rien de ce que possède le Canada, nous n'avons besoin de rien de ce que possède le Mexique, mais eux ont besoin de tout ce que nous avons, et ils devraient nous traiter mieux. De son côté, Mark Carney fait celui qui n'est pas pressé. Nous sommes prêts à continuer les discussions là-dessus, mais ça va prendre plus de temps, c'était évident depuis longtemps, a déclaré le premier ministre canadien début juillet 2026. Le ton est posé, prudent et poli, mais froid. Plus critique à l'égard de ses voisins. Dire que les Canadiens portent moins les États-Unis dans leur cœur ces temps-ci est un euphémisme. Cela a été le cas toutes les dernières fois que leurs voisins ont porté au pouvoir un président républicain, mais la deuxième mouture du gouvernement Trump remporte vraiment la palme du désamour à cause de ses tarifs commerciaux, ses menaces d'annexion et autres outrances. La perte de popularité des États-Unis au Canada semble toutefois remonter à plus loin et dépasser les effets de la conjoncture. Dans les années 1980 et 1990, la proportion de Canadiens qui exprimaient une opinion favorable à l'égard du géant américain était toujours supérieure à 70%, selon le Centre canadien de recherche et de sondage Environics Institute. En 2026, c'est moitié moins. Au Canada, on estime aussi avoir des leçons à donner aux Américains dans presque tous les domaines, allant des services de santé au système d'éducation, en passant par la défense des droits de la personne, l'égalité homme-femme et le filet social, observait en 2025 le directeur général de l'Environics Institute, Andrew Parkin, lors du congrès annuel de l'Association des économistes québécois à Ottawa. La proportion de Canadiens qui pensent que leur pays fait généralement mieux que les États-Unis a même augmenté de 1991 à 2021, en ce qui a trait, par exemple, à la qualité de vie offerte aux citoyens, de 64% à 76%, à la qualité du système de gouvernement, de 32% à 66%, et au niveau de vie, de 51% à 59%. Paradoxalement, les Canadiens sont aussi passés, durant la même période, d'une nette opposition à l'idée d'un resserrement des liens commerciaux et économiques avec les États-Unis à son contraire. Ce renversement d'opinion s'est aussi bien observé à l'égard du premier accord de libre-échange, conclu à la fin des années 1980 entre le Canada et les États-Unis, que de l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, qui l'a remplacé en même temps qu'on ajoutait le Mexique au milieu des années 1990, ou que de l'ASEUM qui lui a succédé en 2020. D'un niveau d'appui parfois inférieur à 30% au début, ces accords commerciaux ont commencé à remporter la faveur d'une majorité de Canadiens à partir du milieu des années 90, avant de se valoir une telle popularité à plus de 75%, que les sondeurs ont largement perdu l'intérêt de poser la question. L'accroissement de l'appui au libre-échange s'observe dans toutes les strates de la population, explique Andrew Parkin. Il est particulièrement frappant chez les électeurs libéraux et néo-démocrates plus à gauche, qui sont passés d'une féroce opposition dans les années 1980 et 1990 à un engouement comparable et même supérieur à celui du camp conservateur. Cela tient, entre autres, au fait que la hantise d'une perte de souveraineté nationale et d'un effacement culturel ne s'est pas matérialisée, note l'expert. C'est aussi que les accords de libre-échange ont cessé d'être perçus comme une forme détournée d'impérialisme américain pour devenir un outil de développement économique et d'encadrement de la mondialisation. Si possible, mais pas à tout prix. Dans ce contexte, le maintien de bonnes relations avec le voisin et géant américain reste une priorité au Canada, mais pas toujours autant qu'auparavant.
Du milieu des années 1970 au milieu des années 1980, entre 7 et 9 Canadiens sur 10 estimaient ainsi très important le maintien de ces bonnes relations, alors que presque tous les autres le disaient plutôt important, rappelait ce printemps Andrew Parkin dans une brève analyse. À l'ère de Donald Trump, il n'y a plus que 3 Canadiens sur 10 qui pensent encore que ces bonnes relations sont très importantes, contre la moitié qui les qualifie de plutôt importantes et 2 sur 10 qui ne croient plus vraiment qu'il faille tellement s'en soucier. Plus des 2 tiers des Canadiens, 70%, disaient d'ailleurs au printemps 2026, dans un sondage de la firme Abacus, préférer qu'Ottawa prenne tout le temps nécessaire pour trouver une bonne entente avec Washington, plutôt que de précipiter les choses à seule fin de réduire l'incertitude économique à court terme. Pour le moment, 48% des Canadiens continuent de voir les États-Unis comme le premier, 40%, ou le deuxième, 8%, partenaire économique le plus important du Canada, rapportait à l'hiver 2025 un autre sondage Abacus. L'Union européenne suit avec 24% de la population qui lui accorde le premier rang et 24% le deuxième rang. Mais l'on s'attend ou l'on souhaite que la situation évolue rapidement. Seuls 39% des Canadiens prévoient que les États-Unis occuperont encore la première, 30%, ou la deuxième place, 9%, d'ici 3 à 5 ans. Les Américains arrivent ainsi non seulement derrière les Européens, 52%, mais aussi derrière les Chinois, 44%. C'était Le cœur des Canadiens à l'envers, un texte d'Éric Desrosiers paru le 9 juillet 2026 dans Le Devoir. Borderline Chaos, Requiem pour le système d'immigration canadien. Un texte de Benoît Valois-Nadeau paru le 20 juillet 2026 dans Le Devoir. Augmentation foudroyante des admissions, puis recul et moratoire. La politique migratoire canadienne a connu au cours de la dernière décennie un parcours en montagne russe. Le journaliste du Globe and Mail, Tony Keller, a trouvé dans ces années turbulentes le sujet de son premier essai, Borderline Chaos, qui a remporté récemment le prix d'honneur 2026, remis au meilleur ouvrage canadien sur les politiques publiques. Le Devoir s'est entretenu avec lui. Né à Montréal en 1967, diplômé des universités Duke et Yale, Tony Keller travaille en journalisme depuis 35 ans, passant notamment par la rédaction du Financial Post Magazine et du Maclean's. Au fil du temps, il a fait de l'immigration et de ses implications économiques l'un de ses sujets de prédilection. Comme Canadien, j'ai passé beaucoup de temps à penser aux différences que nous avons avec les États-Unis. Et l'immigration, c'est une différence profonde entre la politique canadienne et la politique américaine. Je crois que la différence, c'est que historiquement, nous avons fait de meilleurs choix dans notre politique d'immigration, raconte-t-il en français à partir de Toronto. Sous-titré « How Canada Got Immigration Right and Then Wrong », Borderline Chaos porte en son sein un plaidoyer en faveur du modèle traditionnel d'immigration canadien qui encourageait une immigration choisie légale, permanente, nombreuse mais pas trop, composée de gens éduqués et qualifiés, écrit Tony Keller. De la fin du gouvernement Mulroney jusqu'au début du gouvernement Trudeau, les conservateurs et les libéraux étaient sur la même page. Environ 250 000 immigrants par année, une minorité de réfugiés et de réunification familiale et une vaste majorité d'immigrants économiques, résume en entrevue celui qui a amorcé sa carrière au Globe and Mail en 1991. Un système dans lequel les immigrants économiques sont choisis en fonction d'un système de points basé sur leur potentiel de contribuer à l'économie canadienne, éducation, langue, expérience, âge, etc.
C'était un très bon système et plusieurs pays le considéraient comme un modèle. En particulier, et il faut le souligner, les États-Unis le regardaient comme un exemple à suivre, tant à droite qu'à gauche. L'immigration comme solution magique? Cette doctrine a volé en éclats lors des premières années du gouvernement Trudeau, avec l'ouverture de nouvelles voies d'immigration temporaire et l'augmentation des cibles d'admission. En particulier celle des étudiants étrangers et des travailleurs temporaires qui sont venus à former un bassin de main-d'œuvre peu qualifié pour plusieurs industries à bas salaire, comme la restauration ou le tourisme. Résultat, en 2024, l'immigration temporaire représentait 3 millions de personnes, soit 7,3% de la population canadienne. Une augmentation fulgurante qui, toute proportion gardée, est plus importante que les plus grandes vagues d'immigration vécues aux États-Unis. Le mouvement était tel qu'il a fini par exercer une pression à la hausse sur le marché du logement et les services publics. À lui seul, le nombre d'étudiants étrangers a quintuplé pour atteindre 1 million de personnes en 2023. Comment en est-on arrivé là? C'est la question qui sous-tend Borderline Chaos, qui se dit à la fois comme un traité d'économie et un livre d'histoire contemporaine. Il ne faut pas seulement blâmer le gouvernement Trudeau. Dans la liste des récriminations, ils sont au premier rang, mais ils n'étaient pas les seuls, assure Tony Keller. L'auteur souligne aussi l'appétit des provinces pour les étudiants étrangers qui en sont venus à financer une partie importante du système d'éducation. Il note également les appels répétés du patronat à remédier à la pénurie de main-d'œuvre avec des travailleurs temporaires. À cela s'ajoute la voix de groupes comme l'Initiative du siècle, qui vante les mérites d'une immigration massive comme moteur de croissance pour l'économie canadienne et augmenter le poids du pays sur la scène internationale. Plusieurs voix différentes disaient au gouvernement qu'il pouvait arriver à des résultats économiques très positifs, de façon presque magique, en augmentant l'immigration et en baissant les standards, explique Tony Keller. Au même moment, le gouvernement cherchait à stimuler la croissance du PIB en berne après la dégringolade des prix du pétrole en 2014. Augmenter le nombre d'habitants et par le fait même de consommateurs semblait une solution intéressante. Un calcul erroné, soutient le journaliste. Il y a eu confusion entre faire croître l'économie et faire grimper les standards de vie. Le PIB national et le PIB par habitant, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de monde autour de la table que la tarte va nécessairement être plus grande. Le PIB par habitant, qui donne un meilleur aperçu du niveau de vie général, a diminué de près de 2% au sommet de la vague migratoire entre 2022 et 2024, fait remarquer l'auteur. Si on amène beaucoup de gens qui gagnent de bas salaires, ils vont utiliser beaucoup de services gouvernementaux, l'éducation, la santé. Ils gagnent moins et payent moins de taxes. C'est un bénéfice pour les employeurs, mais ça a aussi un coût. Notre but devrait plutôt être de faire grimper les salaires, particulièrement au bas de l'échelle. Retour en arrière? Est-il possible de remettre le dentifrice dans le tube et de revenir à un système basé sur une immigration permanente et qualifiée? Le fédéral a déjà marqué le coup en réduisant le nombre d'étudiants étrangers et en rendant plus facile l'embauche de travailleurs temporaires. Mais la tâche s'annonce difficile et pose des enjeux éthiques importants, estime Tony Keller. Les gouvernements ont opéré comme si le système temporaire était vraiment temporaire, mais ce n'était pas le cas. La plupart des gens venus par les voies temporaires ont envie de rester en permanence, rappelle-t-il. C'est comme si on avait laissé entrer 1 million de personnes dans un stade pour un concert de Taylor Swift et puis qu'on réalise qu'on a seulement 100 000 billets à vendre. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sera très difficile. C'était Borderline Chaos, Requiem pour le système d'immigration canadien, un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 20 juillet 2026 dans Le Devoir. Yves Chrétien. On écrit l'histoire par l'archéologie. Un texte d'Éric Dussault, paru le 8 juillet 2026 dans la presse. Beaucoup de Québécois qui ont modifié le cours de l'histoire restent méconnus. Dialogue s'attarde à l'occasion à l'un d'eux. Aujourd'hui,
nous braquons les projecteurs sur l'archéologue Yves Chrétien, auteur d'une découverte qui a changé notre lecture de l'histoire de la Nouvelle-France. En découvrant le site archéologique Cartier-Roberval à Cap-Rouge, région de Québec, le 21 octobre 2005, l'archéologue Yves Chrétien a ajouté 7 décennies à l'histoire du Québec. Pendant presque 10 mois, il a toutefois été forcé d'en garder le secret. Le 18 août 2006, c'est le premier ministre de l'époque qui a annoncé aux Québécois que la première colonie française d'Amérique du Nord se trouvait bel et bien sur le Cap-Rouge. C'est une des plus grandes découvertes de l'histoire du Québec, a alors déclaré Jean Charest. Et ce n'est pas la seule mise au jour importante qu'Yves Chrétien a réalisée depuis près de 40 ans. Les archéologues et les historiens savaient depuis longtemps que Jacques Cartier et Jean-François de La Roque de Roberval avaient créé la première colonie française d'Amérique du Nord sur le promontoire du Cap-Rouge, de 1541 à 1543. Pendant 2 ans, des centaines de personnes de différentes classes sociales sont venues de France et ont construit et occupé le fort d'en haut, sur la pointe du Cap, et le fort d'en bas, au pied du Cap. Leur objectif, s'y établir de façon permanente au nom du roi de France, François Ier. Toutefois, Cartier et Roberval, de même que l'ensemble des colons, ont dû retourner dans l'Hexagone en 1543, non sans avoir incendié les 2 forts avant leur départ, afin que les Premières Nations ne puissent pas s'en emparer. C'était une chose d'en connaître l'existence, mais une autre d'en révéler les traces concrètes plus de 450 ans plus tard. Le 21 octobre 2005, Yves Chrétien a visé dans le mille en réalisant ses sondages systématiques sur la pointe du Cap, à la demande de la Commission de la capitale nationale. Lors des 2 premiers sondages, creusés à 30 cm de profondeur, il a trouvé du charbon de bois et de l'argile cuite. Le 3e sondage a dévoilé l'existence d'un artefact totalement inattendu à cet endroit, un fragment de céramique italienne de style historiato datant du 16e siècle. Une assiette similaire, ayant le même motif et datant de 1540 à 1550, a heureusement été conservée à l'Ermitage, en Russie, et M. Chrétien en a appris l'existence grâce à ses recherches. En superposant le tesson trouvé à Cap-Rouge et l'image de l'assiette conservée en Russie, il a constaté qu'ils étaient identiques, ce qui signifiait que le fragment de céramique datait bel et bien de l'époque de Cartier et Roberval. Les découvertes extraordinaires demandent des preuves extraordinaires, rappelle M. Chrétien en entrevue, et à ce moment-là, il savait qu'il en détenait une. L'archéologue a ouvert une bouteille de Porto pour célébrer dignement son succès. Ensuite, il a fallu procéder à la datation du charbon de bois et des artefacts découverts sur le site à l'aide du carbone 14. Les résultats des tests réalisés aux États-Unis se sont avérés concluants. Des investissements de 7,7 millions. La Commission de la capitale nationale a fait monter l'information jusqu'au cabinet du premier ministre Jean Charest. Il a été décidé que cette mise au jour devait absolument demeurer secrète, le temps que des clôtures et des détecteurs de mouvement soient installés et que des gardiens empêchent toute intrusion non autorisée sur le promontoire du Cap-Rouge. La période du secret a été longue, raconte M. Chrétien, puisqu'il aurait bien aimé diffuser la bonne nouvelle. C'est presque une surprise d'avoir réussi à garder ça secret jusqu'au moment de l'annonce. C'est donc le premier ministre québécois qui s'en est chargé, en août 2006, en plus d'annoncer des investissements de 7,7 millions de dollars afin d'effectuer des fouilles archéologiques et de mettre en valeur le site. La trouvaille d'Yves Chrétien a été décrite comme étant l'une des 10 plus importantes de l'année 2007 par le magazine Québec Science. Des journalistes de l'Europe et des États-Unis en ont eux aussi parlé dans leurs médias.
Libération, Ouest France, The New York Times. Monsieur Chrétien est heureux que le site archéologique Cartier-Roberval soit désormais accessible au public et qu'un belvédère ait finalement été aménagé sur la pointe du Cap-Rouge. Cela était prévu en 2008 pour le 400e anniversaire de Québec, mais sa construction a été retardée en raison de la découverte inattendue de 2005. L'archéologue se réjouit aussi que le Musée de la civilisation de Québec consacre une partie de sa nouvelle exposition permanente au site Cartier-Roberval et à sa mise au jour en 2005. Pour M. Chrétien, c'est une occasion extraordinaire de faire connaître un pan de notre histoire qui demeure, 20 ans plus tard, un secret parfois trop bien gardé. 3 découvertes marquantes dans la carrière de l'archéologue Yves Chrétien. 2009. Au domaine Cataraqui, situé à Sillery, à l'ouest de Québec, les archéologues de la Commission de la capitale nationale, dont Yves Chrétien, ont fait une découverte stupéfiante selon leur employeur. Ils ont trouvé les fondations d'un bâtiment qui daterait de la seconde moitié du 18e siècle. Il s'agirait possiblement d'un bâtiment de fermage ayant eu une vocation domestique. À cette époque, les terres où se trouve présentement le domaine appartenaient aux Jésuites de Sillery. 2021. À la maison des gouverneurs de Sorel-Tracy, dans la fosse des Latrines, M. Chrétien a eu la surprise de trouver les vestiges d'un banquet qui aurait probablement été donné en l'honneur du prince William Henry le 18 septembre 1787. Parmi les quelques 1300 objets qui ont été mis au jour, se trouvaient des bouteilles d'alcool, des verres, des carafes, des assiettes en porcelaine, des plats en terre cuite, des coquilles d'huîtres, etc. On dirait qu'il y a eu un méga party, selon M. Chrétien. 2024. Au parc Simard de Sorel-Tracy, M. Chrétien a fait une découverte d'une importance scientifique majeure, écrit-il dans son rapport. Lors d'un inventaire archéologique par tranchée réalisé à l'aide d'une pelle hydraulique, il a mis au jour des vestiges autochtones préhistoriques. Cette occupation autochtone pourrait avoir eu lieu entre 7000 et 7500 ans avant aujourd'hui. Il faut avouer qu'il s'agit d'un coup de chance, ajoute l'archéologue dans son rapport. C'était Yves Chrétien. On écrit l'histoire par l'archéologie. Un texte d'Éric Dussault paru le 8 juillet 2026 dans la presse.